Tim Cook pourrait-il intervenir début janvier au CES de Las Vegas où Apple n'est jamais exposant? Pourrait-il vouloir donner une résonance encore plus forte à une éventuelle annonce autour de la réalité augmentée en profitant de la chambre d'écho supplémentaire qu'est le salon de Las Vegas? Dans un instant, la réponse du patron du CES, Gary Shapiro. Il était à Paris lundi et je lui ai posé la question. Des concurrents pour les iPhone 14 et 14 Plus, voici les Pixel 7 et 7 Pro. Alors que valent ces nouveaux smartphones de Google et peuvent-ils être une menace pour la suprématie de l'iPhone avec un tarif très agressif? L'audio spatial, vous connaissez déjà peut-être, mais l'audio spatial personnalisé, c'est une nouveauté d'iOS 16 qui se paramètre. Je vais tout vous expliquer dans le tuto audio. Et puis ne manquez pas le bonus exclusif réservé à notre communauté Patreon sur patreon.com/iWeek. Aujourd'hui, débat autour des applications de mail. On a tous cliqué sur REC à l'instant en ce mardi 11 octobre 2022. Il est 17h13. Bonjour, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Soyez tous et toutes les bienvenus en ce mercredi 12 octobre pour ce 107e numéro d'iWeek, la semaine Apple, le podcast de référence sur l'actu de l'écosystème Apple. On va vous en donner une belle démonstration cette semaine avec l'événement de la semaine. Alors, il n'est pas directement lié à Apple. Dans quelques minutes, ce sont les nouveaux Pixel 7 et Pixel 7 Pro de Google auxquels nous allons nous intéresser, n'est-ce pas Fabrice Neumann? Salut. Salut à tous. Alors dès que tu dis ces deux mots-là, il y a Ellie qui commence à se transformer en monstre des Carpates, en disant qu'est-ce que c'est, pourquoi on va parler de ça? Les pixels n'existent pas. Ouais, effectivement. En tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant de parler un peu de ce qui se passe autour. Tu parlais de la menace contre Apple. Je sais pas si c'est une menace. On est même sûr que ça n'en est pas une. Cela dit, il y a quand même, je trouve, des choses à dire dans le contexte de sortie des nouveaux iPhone 14, dont on a déjà beaucoup parlé, notamment au niveau des prix. Et ça paraît intéressant de regarder ce qui se passe en face. Exactement. C'est ce qu'on va faire, notamment avec toi, dans quelques minutes. Salut Ellie. Hello, bienvenue à G-Week, la semaine Google. On pourrait rebaptiser l'émission cette semaine. Bon, ça va, tu vas supporter qu'on parle un petit peu des autres. Je sais pas, j'ai essayé toutes sortes d'ensorcellement, on verra bien si j'ai survécu. Bon, bah écoute, j'espère que tu seras quand même là pour notamment cette partie de l'épisode. C'est un peu la même inquiétude que j'ai vis-à-vis de toi, Gilles. Salut. Non, ne sois pas inquiet, tout va bien se passer. Bonjour Benjamin. Salut Gilles, très heureux de te retrouver comme très souvent. On vous conseille évidemment toujours, si vous ne l'avez pas déjà fait, de découvrir et de vous abonner au podcast complémentaire de la semaine Apple. C'est la quotidienne iWeek, notre rendez-vous quotidien, 5 grosses minutes. Des grosses minutes, parfois elles font 10 minutes, du lundi au vendredi, avec chaque jour les 5 infos essentielles dans l'écosystème Apple. Suivez-nous aussi sur Twitter @iWeekNews et Instagram @iWeek.news. Et puis merci d'avance pour vos avis sur Apple Podcast et vos notes qu'on espère 5 étoiles. Allez, dans quelques minutes, cette nouvelle concurrence peut-être pour les iPhone 14 et 14 Plus signés Google. Mais d'abord, la stratégie d'Apple et le point d'interrogation que représente le CES de Las Vegas début janvier dans la perspective de l'annonce d'un casque Apple de réalité mixte ou augmentée. A tout de suite. Sauf surprise, il n'y aura pas de keynote Apple à Las Vegas au CES 2023 du 5 au 8 janvier prochain, hors micro. C'est ce que nous a indiqué le grand patron du CES de Las Vegas, qui était de passage à Paris ce lundi pour CES Unveiled Paris, l'étape française de la mini-tournée qui passe par Amsterdam et New York. Alors on va évidemment discuter de cette opportunité qui semble s'éloigner dans un instant. Mais tout d'abord, pendant l'interview, voici ce que Gary Shapiro m'a donc dit sur les relations entre Apple et le CES de Las Vegas. En fait, Apple a toujours été présent au CES. Ils envoient des équipes à Las Vegas. Apple est un super membre de notre association. Nous travaillons avec eux de manière très étroite sur un nombre de sujets.
Alors oui, ils choisissent de ne pas être exposants et nous le respectons, mais ils sont un acteur très important dans l'industrie et nous sommes très heureux qu'ils participent de différentes manières. Could they be back as a keynote? Mais pourrait-il revenir avec une keynote au CES en janvier, une keynote de Tim Cook? You know, how we choose our keynote Je speakers, vais vous dire, le choix de nos intervenants it's very magical. pour les keynotes est le résultat d'une formule magique. Les candidats et les entreprises sont très nombreux. Nous appliquons certains critères. Je vous expliquerai lors de notre prochaine interview. Is it a possibility? Est-ce que c'est une possibilité pour lui? Is it a possibility? Est-ce que c'est une possibilité? Oh, I feel badly. This man has been waiting. Bon voilà, on se quitte de manière un petit peu précipitée parce que derrière moi, il y avait d'autres confrères qui attendaient pour le rencontrer. Il avait pris du retard. Ça tombait bien parce que ma question était peut-être un petit peu embarrassante. En tout cas, il s'en sort toujours bien. Il a l'habitude, hein, Gary Shapiro. Ça fait des années qu'il est à la tête du CES. Il fréquente les chefs d'État et tous les grands patrons de la tech. Il est toujours aussi habile pour éviter de se retrouver coincé par une question de journaliste. Et ça se termine toujours par un grand sourire et une forme d'humour plus ou moins réussi d'ailleurs quand il parle de sa recette magique pour choisir les intervenants des keynotes. On va y revenir. Avant de parler des quelques secondes qui ont suivi et que je vais vous raconter, d'abord peut-être votre réaction à chacun sur ces 30 petites secondes au sujet d'Apple et du CES. Est-ce que vous avez le sentiment qui botte en touche sur le sujet ? Honnêtement, c'est du politiquement correct. Il ne peut pas dire autre chose que ça. Apple est un grand acteur de cette industrie. Il ne peut pas se permettre de le critiquer ou de dire « j'aurais souhaité, ils ne veulent pas », etc. Il dit qu'il collabore sur énormément de sujets. Ça doit être absolument vrai. Fabrice ? Il peut pas, effectivement, il doit jouer en plus à plus long terme en espérant, si c'est pas cette année, que ce soit l'année d'après et ainsi de suite. Et ça fait quand même pas mal de temps que Apple ne participe plus au CES, en tout cas officiellement. Ils sont là dans les arrière-cours et tout ça, mais ils sont plus officiellement présents. Donc c'est effectivement pas très étonnant. Il t'a manqué 15 secondes pour lui demander si il était pas jaloux de Vivatech en fait. Alors ça, j'allais demander l'année dernière, en fait, pour ne rien cacher. Il avait réussi aussi à s'en sortir. Et puis c'était une année encore un peu particulière l'année dernière, parce qu'on était encore en plein Covid avec Omicron qui arrivait. Gilles, ta réaction, ton sentiment sur ces 30 secondes officielles, on the record, au micro? Tant qu'il n'y a pas le communiqué de presse daté de Cupertino qui est tombé dans les boîtes mail des rédactions, il peut rien dire. Puis bon, là, ils sont toujours ravis, collaborent, ils ont d'excellentes relations. S'ils veulent pas, comme disait Fabrice, insulter l'avenir. Il a dû être très fort enfant au jeu du ni oui ni non, quoi. Oui, oui, sans doute. Il se comporte un peu comme un ambassadeur, Gary Shapiro. D'abord, il est le président d'une association qui regroupe toutes les grandes marques de la tech auxquelles on peut penser. Donc Apple fait partie des membres de la Consumer Technology Association qui organise le CES. Donc il a forcément des liens avec Apple. Et puis, je vais peut-être vous expliquer ce qui s'est passé après, mais d'abord, juste pour revenir sur cette fameuse recette magique, c'est une réponse presque de Normand qui fait en parlant de ça. Bon, c'est évidemment du 2e ou du 3e degré. On est bien d'accord, il n'y a pas d'antichambre avec des chaudrons et de la poudre de perlimpinpin pour choisir les intervenants. Il le dit pas, mais de manière assez claire, ce choix répond en fait à plusieurs critères. D'abord, il faut que les speakers soient volontaires et qu'ils se proposent. Ensuite, et c'est un des points clés, il faut que leur prestige soit au niveau du CES. Il n'y a pas de deuxième couteau. Bon, je pense que Tim Cook rentre dans la catégorie des premiers choix, il n'y a pas de problème. Personnellement, moi, je vois assez mal Gary Shapiro accepter un speaker dont l'entreprise ne soit pas présente massivement sur le salon. Les boîtes investissent des millions, voire des dizaines de millions de dollars en surface d'exposition, en stand, etc. C'est aussi une manière, en attribuant
les créneaux des keynotes pour le salon, de remercier les marques qui mettent cet argent dans le salon. On pourrait comprendre que l'un des exposants très visibles qui verrait qu'Apple a une keynote et qui lui-même n'a pas ce privilège pourrait mal le prendre. Donc il y a cet aspect-là qui joue aussi. Maintenant, c'est Apple, et comme Gary Shapiro vient de le dire, Apple est tellement important dans l'industrie que probablement pour Tim Cook, il ferait une exception. Et puis après, il y a le raisonnement par l'inverse, c'est-à-dire que, imaginons qu'Apple envisage de faire une annonce en même temps que les 4 jours du CES, autant que l'annonce ait lieu au CES. Parce que si Apple prévoit une keynote, par exemple, le 6 janvier, il y a un quart ou la moitié des journalistes sur le CES qui filent à Cupertino. Donc ça, c'est aussi une catastrophe pour le CES. Donc il y a tout cet ensemble de critères qui jouent. Après, il y a évidemment la stratégie d'Apple, on va en reparler. Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? Fabrice? En fait, tu réponds un peu à la question, c'est que Apple faisant partie du board du CES, là, je sais plus comment t'as appelé ça, le CTS, Consumer Technology, quelque chose. CTA, la Consumer Technology Association. Merci. En fait, la seule chose, je pense que Shapiro peut demander à Tim Cook, et que Tim Cook est sûrement OK à donner, c'est OK, on fera pas d'annonce pendant le CES. Parce que Apple a fabriqué, a construit son Apple Park, son théâtre, Steve Jobs, pour être totalement indépendant, pour ne plus avoir besoin d'aller par exemple au Moscone Center de San Francisco, et puis le truc à San José aussi. Donc c'est pas pour se remettre entre les mains d'une autre organisation pour faire une annonce quelle qu'elle soit en fait. Donc pour des annonces Apple, je vois pas pourquoi Apple aurait besoin d'aller au CES pour faire une sorte d'intervention pour dire je suis un grand patron et je peux vous parler de la tech en général, pourquoi pas. Mais il y aura pas d'annonce Apple pendant le CES, ne serait-ce que par respect de ces règles-là, j'imagine. Gilles? Oui, Fabrice a bien touché du doigt. Il faut voir un peu l'histoire, comment ça se passait. Si on revient en arrière, quand il y avait encore la Macworld, il y a eu très rarement des recoupements de la Macworld avec le CES, ou alors ça a été... c'était vraisemblablement pour des problèmes d'agenda, et c'était involontaire. Il y avait toujours, autant que je me souvienne, la manifestation d'Apple, d'abord début janvier, et ensuite le CES, et les journalistes du monde entier qui avaient pris leur billet pour aller à San Francisco, éventuellement en passant par Los Angeles, prenaient un vol intérieur et allaient à Las Vegas, et le déplacement était complet. C'était bien pour les rédactions, d'autant que c'était parfois payé par Apple, c'était défrayé par Apple. Nous, on n'a jamais eu cette chance. Je sais pas toi, Benjamin. Et il y a ce truc-là. Il y a une sorte de pacte de non-agression entre le CES et Apple, d'autant que il y a un écosystème. Gary Shapiro l'a rappelé. Un écosystème Apple qui est présent, lui, au CES. Oui, mais qui n'est pas majeur. Hein, Non. C'est pas non plus l'équivalent d'une Apple Expo, d'un Macworld dans le CES. Hein. Mais ils sont là quand même, et ils sont compatibles aussi HomeKit, enfin Home et Apple AirPlay, et ça participe de cette vie en bonne intelligence. D'autant qu'Apple refuse toujours d'être présent, en principe, là où d'autres grandes marques sont également là. Ouais. Alors, juste pour modérer ce que tu dis, à l'époque,
les gens allaient d'abord au CES et profitaient d'être à côté pour aller à Macworld, sauf la presse ultra spécialisée. C'était plutôt dans ce sens-là que ça se passait, plutôt que les gens allaient à Macworld et allaient aussi au CES. Oui. Je parlais de la presse Mac, hein, je suis désolé. Oui, d'accord. Alors, ce que vous n'avez pas entendu, parce qu'il y a la partie que j'ai enregistrée, que vous avez eu à l'instant. Ce que vous n'avez pas entendu, c'est ce qui se passe en fait dans les secondes qui suivent le moment où j'appuie sur stop, au moment où on se lève. En fait, au moment où la voix lointaine, c'est la voix de la responsable de la communication de la CTA qui m'explique qu'il y a un journaliste qui attend et qu'on peut pas faire durer l'interview plus longtemps. Donc j'arrête l'enregistrement, on se lève tous, et en se levant, Gary Shapiro me dit mais de toute façon il n'y aura pas de keynote de Tim Cook au CES. Il avait même l'air un peu étonné de ma question en fait, pour ne rien vous dire. Alors honnêtement, ça peut aussi être, entre guillemets, du bluff. Je vais vous dire pourquoi dans un instant, parce qu'il y a un précédent, mais donc je lui ai parlé des rumeurs autour d'une grosse annonce Apple en janvier. Il a dit, voilà, il a eu l'impression de le découvrir. Et puis, je lui ai demandé, au moment où je quittais la pièce, si lui et Tim Cook avaient eu l'occasion de se parler récemment. Parce qu'on sait qu'ils se croisent de temps en temps, notamment au forum de Davos. Et il m'a simplement répondu, en tout cas, il est beaucoup plus sympa que ne l'était Steve Jobs. Ça a été sa réponse à ma question. Voilà, c'est un peu du Georges Marchais. Ça n'est pas ma question, oui, mais c'est ma réponse. Voilà. Donc, au moins, on a appris ça. Est-ce que, alors, moi, honnêtement, j'étais étonné qu'il ne soit pas au courant qu'il y avait du lourd qui arrivait du côté d'Apple en début d'année. Vu sa position, ça m'a semblé quand même assez étonnant. Il lit forcément Mark Gurman. oui, notamment. Donc, voilà, il a joué son rôle. C'est marrant, tu as parlé d'ambassadeur. L'image qui me venait quand il parlait, c'était de la diplomatie. Quelque chose de très suisse, de très helvétique dans la façon de ménager les susceptibilité. Oui, très américain pourtant. Donc voilà, ça se passe hors micro, mais tu ne le crois pas quand il découvre qu'il y a potentiellement une grosse annonce Apple en début d'année? Non. Qu'est-ce que tu as vu dans ses yeux? Est-ce qu'il avait un air malicieux? Est-ce qu'il évitait de te regarder? Alors, il est très fort, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, je vous raconte vraiment la coulisse, en fait. Quand je suis arrivé pour l'interview dans cette pièce, ça se passait au Palais Brongniart, donc, qui est l'ancienne bourse de Paris, hein, en face de l'AFP. Donc je connais Gary Shapiro depuis des années, on se voit tous les ans à Paris et tous les ans à Las Vegas. Et donc j'entre dans la pièce, et donc c'est toujours très chaleureux, il m'appelle par mon prénom, etc. Et le premier truc qu'il me dit, c'est: est-ce que tu te souviens, enfin, je sais pas si on se voit ou on se tutoie en américain, on sait jamais, mais est-ce que vous vous souvenez de la question que vous m'avez posée l'année dernière? C'est la première chose qu'il me dit. Alors je réfléchis à l'interview de l'année dernière et je lui dis non, pas particulièrement. Et apparemment ça lui tenait à cœur, il m'attendait dans la salle pour me parler de ça. Et il me dit, l'année dernière, vous m'avez demandé si j'avais vu le président Macron récemment. Et je vous ai dit non. Et en fait, le lendemain, il me remettait la Légion d'honneur. Mais je pouvais pas le dire. Ah oui. Et donc il m'explique comment ça s'est passé. En fait, la Légion d'honneur lui a été décernée bien avant le Covid. Et puis à cause du Covid, la remise n'a pas pu avoir lieu. Normalement, pour un récipiendaire, je pense on dit, oui, c'est ça, qui n'est pas français, la coutume, c'est que la Légion d'honneur soit remise par l'ambassadeur du pays de la personne décorée. Donc ça aurait dû être l'ambassadeur de France aux États-Unis. Et puis de fil en aiguille, comme ça n'a pas eu lieu, etc. En fait, Shapiro s'est retrouvé l'année dernière, donc 15 jours avant l'événement qui avait lieu à Paris, face à l'ambassadeur américain en France,
avec qui il parle de cette histoire de Légion d'honneur comme ça, sans que ça vienne de lui. Et le jour où je le rencontre, il y a un an, en fait, il venait d'avoir un coup de fil de l'Élysée, lui disant « Est-ce que demain, vous pouvez être à midi à l'Élysée, le président Macron aimerait vous recevoir et aimerait vous remettre votre Légion d'honneur ?» Donc, en fait, il l'a appris, il venait de l'apprendre quand moi je l'ai rencontré il y a un an. Il a eu une demi-journée pour organiser ses invitations, décaler ses avions, etc. Ça a été très compliqué. Et il s'est senti tenu par une sorte d'obligation de réserve ou de secret. Bien sûr. Et l'année dernière, en fait, le lendemain, quand j'ai vu qu'il était décoré par Macron, honnêtement, je me suis dit, mais il se moque de moi. Hier, je lui demande s'il a vu Macron, il aurait pu me dire que le lendemain, il lui remettait la Légion d'honneur. Et donc, au début de notre interview, donc ce lundi, je lui dis, on passe énormément de temps autour de ça, ce qui fait qu'on a eu d'autant moins de temps pour l'interview. Et donc, je lui dis, ok Gary, aujourd'hui, que la vérité. Ouais. Et donc, voilà, je pense que c'est aussi pour ça que l'interview s'arrête aussi vite, c'est qu'il ne voulait pas me dire des choses qui n'étaient pas, peut-être pas, soit pas vraies, soit pas sûres. Il voulait pas se retrouver lui dans l'embarras non plus. En revanche, une fois qu'on arrête l'enregistrement, il me dit qu'il n'y aura pas de keynote. Je ne suis pas sûr que ce soit la vérité. Même en off. Ouais. Même en off. Il te l'aurait pas dit en off, il était tellement gêné d'être obligé de te mentir, d'avoir été obligé de te mentir par omission. Non, parce que je pense que l'enjeu par rapport à moi, il n'existe pas, si tu veux. C'est supposons que la keynote soit prévue, etc. Évidemment que c'est pas Shapiro qui va confirmer à un média qu'il y aura une keynote Apple au CES. Non. C'est le truc à pas faire. Mais moi, je me sentais obligé de lui poser la question, forcément. Voilà. Non, mais je pense qu'il y aura pas de keynote quand même. Non. Apple. Je pense pas. Non, mais il était à Paris, j'avais rendez-vous avec lui, c'était trop énorme pour ne pas lui poser la question. Voilà. Vous êtes d'accord ? Non, mais il fallait bien sûr poser la question. Ça aurait été marrant qu'il donne un indice de quelque chose. Il y a tellement de faisceaux d'indices qui montrent que naturellement il n'y aura pas. Il t'aurait pas dit. On aurait tous envie qu'il y ait une annonce au CES ou ailleurs d'ailleurs, mais Apple là est tellement maître de sa com et de l'endroit et du moment, tout ça que franchement, t'imagines en plus parce que le fait pour Apple qui maîtrise tout ça, de dire bon on va faire une annonce ailleurs, ça veut dire que tu remets entre les mains de quelqu'un d'autre la scène, les micros, etc. Ça fait longtemps qu'ils veulent plus faire ça du tout et probablement plus jamais quoi. Apple a les moyens de venir et de dire bon voilà maintenant c'est presque une zone comme on dit une sorte de no man's land ou une zone c'est plus vraiment le CES pendant 1h30 ça va être Apple Land quoi et on s'est mis d'accord on fait une keynote mais c'est nous qui maîtrisons tout. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr, ils pourraient faire ça, mais bon, d'un autre côté, Apple, là, ils ont même pas besoin de dire de quoi il va s'agir. Ils disent aux gens, la semaine prochaine, merci de vous rendre au Steve Jobs Theater en Californie, et tout le monde arrête tout, prend ses billets d'avion et arrive, quoi. Bien sûr. Donc, franchement... Bien sûr. Et puis, il y a un dernier point, c'est que ils n'ont plus l'habitude de faire des entre guillemets des shows live. Oui. Et donc je les vois d'autant moins prendre ce risque en terrain étranger. Enfin tu vois dans un endroit qui n'est pas effectivement qui maîtrise pas. À la maison. Voilà. C'est un argument de plus. Enfin voilà. Écoute, tout peut changer. On est le 11 octobre. C'est dans presque 3 mois. Il peut encore se passer plein de choses, ça peut changer. Mais pour l'instant, la réponse officielle de Gary Shapiro, c'est pas de keynote Apple au CES. Bon, si ça se confirme, vous pourrez dire que c'est dans Ewick que vous l'avez appris en premier. Exactement. Allez, dans un instant, les Pixel 7 et 7 Pro de Google sont-ils une menace pour les iPhone 14 et 14 Plus ?
Ellie se prend la tête dans les mains. À tout de suite. Ils sont arrivés il y a quelques jours, le 6 octobre, aussitôt annoncé les Pixel 7 et 7 Pro de Google, peut-être les premiers vrais concurrents de l'iPhone, en tout cas signés du géant de Mountain View, des concurrents pour les iPhone 14 et 14 Plus. Fabrice, alors on a besoin de toi d'abord pour savoir ce qu'ils ont dans le ventre, ces nouveaux smartphones de chez Google. Pourquoi est-ce que c'est un sujet pour nous? Alors, prends une grande respiration, Ellie, tout va bien se passer. Parce que Ellie, il pense que c'est pas intéressant du tout. C'est l'écosystème. C'est l'écosystème. Donc en gros, quand même, non. en termes de smartphone, il y a deux écosystèmes. Il y a iPhone et puis en face, il y a Android. Alors Android, c'est une multitude de choses. On parle beaucoup de Samsung. Cela dit, le système lui-même, Android, est d'abord sous le joug de Google. C'est lui qui fait les développements et ensuite les autres fabricants l'adoptent et même l'adaptent un peu. Mais quand on veut utiliser Android comme le pense Google, on ne peut le faire que via les pixels, donc les smartphones de la marque vendus sous la marque Google. Et c'est en ça que je trouve ça intéressant parce que c'est une des raisons de l'intérêt, c'est c'est le seul moyen qu'on a de pouvoir vraiment comparer une approche matérielle et logicielle maîtrisée par une seule entreprise, Google en l'occurrence, comme le fait Apple dans son domaine. Tu veux dire que c'est par exemple pas le cas pour Samsung? Non, voilà, Samsung utilise Android, met une interface par-dessus, et puis rajoute aussi tout un tas de services par-dessus. Donc quand on achète un téléphone Samsung, c'est dans certains cas un peu plus complexe parce qu'on a les outils de Google installés et les outils de Samsung installés, y compris un Samsung Store. Donc on se retrouve avec un Google Play Store et le Samsung Store, et puis et des applications en double. Il y a Google Photos et puis il y a la galerie photo de Samsung. Quand moi je fais de la formation auprès de gens sur les smartphones, Android et iPhone, ceux qui ont des Android et qui ne sont pas des Google, ce qui est quand même la majorité du genre, parce que Google a une toute petite part de marché, ils ont leurs photos dans Galerie parce que c'est l'application par défaut. Et quand on parle des services de Google Photos, par exemple, qui sont à mon avis beaucoup plus intéressants, il faut d'abord qu'ils transfèrent toutes leurs photos, parce que c'est le bazar en fait. Donc quand on veut utiliser Android sans avoir à gérer ce bazar justement de déduplication d'applications, mieux vaut utiliser le Google pur, comme on dit, et qu'on trouve sur les pixels. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Et puis ça commence à faire un certain nombre d'années que Google fait des smartphones qui sont plus ou moins bons, on peut en discuter. Mais si on les met en face des iPhones, ils ont un certain nombre d'atouts, et pas seulement le prix, qui les rend vraiment intéressants si on n'est pas totalement intégré à l'univers d'Apple. En fait. Alors justement, tu peux nous les présenter, ces deux pixels. Qu'est-ce qu'ils ont de entre guillemets de remarquable? Alors, ce sont donc les Pixel 7 et 7 Pro. Donc première chose déjà, donc dans la gamme de Google, il y a deux modèles, il y en a pas quatre comme chez Apple. Donc il y a le modèle normal et le modèle Pro. Le Pixel 7 a un écran de 6,3 pouces, le Pixel 7 Pro a un écran de 6,7 pouces comme l'iPhone Pro Max ou l'iPhone Plus. Ils ont un tas de caractéristiques. Alors en termes de puissance de calcul, c'est toujours très difficile à comparer parce que c'est pas le même processeur. Je pense qu'on pourra juste tous tomber d'accord sur le fait de dire que quel que soit le smartphone haut de gamme aujourd'hui, la puissance est largement suffisante pour 98% des cas. Et puis on peut s'arrêter là. C'est un Tensor G2 sur ces Pixel 7. Alors le Tensor G2, c'est un coprocesseur à la mode Google, un peu comme le Neural Engine d'Apple. Sinon, ils sont basés sur des processeurs ARM de chez Qualcomm. De la même façon que Microsoft travaille avec Qualcomm pour faire des processeurs qui sont siglés Microsoft dans certains cas.
C'est d'abord une base ARM comme Apple, mais beaucoup plus proche des processeurs de la gamme de Qualcomm que des processeurs entièrement fabriqués et conçus par la marque. Donc j'ai dit, le Tensor G2, c'est pas le pendant du A16. Et au moment où je parle, j'ai comme un doute, donc je ne sais plus, pour être très honnête. Bon, en tout cas, sur le fait que les processeurs sont suffisants, je pense qu'on peut tous tomber d'accord pour faire ce qu'on a besoin. Voilà, y compris par exemple basiquement, et y compris pour la photo. Ça fait plusieurs générations que les pixels sont reconnus pour les photos qu'ils produisent. Ils ont un capteur qui est correct, ils ont des algorithmes de calcul de photos qui sont peut-être encore aujourd'hui supérieurs à ceux d'Apple en termes de rendu. Il y a d'autres points communs entre le Pixel 7 Pro et puis l'iPhone 14 Pro, par exemple, c'est qu'il y a maintenant sur le 7 Pro un capteur à 50 mégapixels contre 48 pour l'iPhone 14 Pro de cette année. Ils font aussi, par exemple, la même chose, le Zoom 2X, deux fois, ils font la même chose, c'est-à-dire qu'ils prennent les pixels au milieu, donc pour faire une photo de 12,5 mégapixels au lieu de 50, et puis en gardant une belle définition. Ça leur permet de faire du zoom optique, donc comme ça, du zoom numérique. Le zoom numérique, tout ce que j'ai pu voir aujourd'hui, par exemple, en termes de photos, c'est supérieur chez Google par rapport à ce que produit Apple. Sur le Pixel 7 Pro, il y a aussi un écran à 120 Hz. Alors, c'est pas ProMotion comme le propose Apple, c'est-à-dire avec une capacité de modifier la fréquence d'affichage en fonction de ce qu'on fait. Chez Google, c'est toujours en 120 Hz. C'est toujours 120 Hz et même on peut choisir de le repasser à 60 Hz. Ça permet de gagner un peu d'autonomie. Voilà. Je pense que ça pourrait être le thème globalement des Pixel 7 et 7 Pro par rapport aux iPhone 14 et 14 Pro. C'est que ce que propose Google est en général un peu moins raffiné dans les détails. Par exemple ProMotion, ça c'est vraiment un bon exemple. Mais ProMotion, ça n'est que sur les iPhone 14 Pro et Pro Max. C'est que sur les Pro, oui, absolument. Ah oui, parce que là, sur les Pro. Oui, mais moi, 7 et 7 Pro, entre guillemets, leur équivalent chez Apple, c'est pas les modèles Pro, c'est les modèles. Je suis pas d'accord du tout avec ça parce que il faut pas se baser uniquement sur le prix. Donc on va l'évoquer là tout de suite. Mais justement, le Pixel 7 Pro a un capteur photo 50 mégapixels que seuls les iPhone 14 Pro ont. Oui, mais pourtant dans l'article d'Apple Insider, il ne les compare qu'avec le 14 et le 14 Plus, qui m'a surpris d'ailleurs. Mais je pense que c'est un biais du monde d'Apple de faire ça. Parce que je pense que le Pixel 7 Pro a quelques atouts face à l'iPhone 14 Pro, justement, notamment au niveau de la photo, qui est un des points les plus importants de l'iPhone 14 Pro. D'accord, alors là c'est intéressant. Donc, ça veut dire que ce qui est... selon toi, on peut comparer donc le Pixel 7 Pro qui est vendu en France donc à partir de 899 € avec l'iPhone 14 Pro qui est vendu à 1000 €. C'est plus en plus. C'est 1300. C'est difficile parce que de faire une comparaison, parce que chez Google il y a 2 modèles, chez Apple il y en a 4, mais le Pixel 7 Pro par exemple a un écran de 6,7 pouces. Il a un capteur photo de 50 mégapixels. Donc c'est pas, la comparaison peut pas se faire un pour un, évidemment. Il y a des choses qui manquent et des choses qu'il a en plus, mais je pense pas qu'on puisse se limiter à la comparaison avec les iPhone 14 ou 14 Plus uniquement. D'accord. Je compare les prix en France, 649 € pour le Pixel 7 et 899 prix de départ pour le 7 Pro. Donc pour 250 € d'écart, on gagne notamment un écran plus grand et on est en 50 mégapixels, c'est ça ? Exactement, voilà. En termes de puissance, c'est à peu près la même chose, sauf que le Pixel 7 dispose de 8 Go de RAM et le Pixel 7 Pro de 12 Go de RAM.
Globalement, ça fait depuis longtemps Chrome. Android est mieux optimisé et moins bien optimisé, je vais y arriver, qu'iOS. Donc Android a besoin de plus de mémoire vive qu'iOS pour gérer, par exemple, garder ouvert tout un tas d'onglets dans le navigateur ou des applications disponibles ou des choses comme ça. Enfin, quand on commence à avoir 8 ou 12 gigas de RAM sur un smartphone, on a largement suffisamment pour avoir un smartphone très réactif. Il y a d'autres choses. Donc, il y a maintenant un déverrouillage par reconnaissance faciale. Google n'utilise pas la même chose qu'Apple avec le dot projector en infrarouge, par exemple. Ils utilisent un modèle d'intelligence artificielle pour faire de la reconnaissance faciale avec la caméra frontale. Je suppose que c'est pas tout à fait le même niveau de sécurité, mais ça existe quand même. Et puis, il y a toujours un capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Donc, ça fait partie des choses. On en parle des fois pour l'iPhone, où certains regrettent la disparition du capteur Touch ID. Là, il y a les deux. Donc il y a tout un tas de choses que je trouve vraiment intéressantes et donc tout autour notamment du prix. Enfin, on s'est beaucoup plaint, et moi le premier, de l'augmentation des prix en France des iPhone 14, puisque les prix sont restés les mêmes aux États-Unis en dollars. Pour l'anecdote, et un peu avec un sourire en coin, mais quand même. Pour parler du prix, le Pixel 7 Pro est en France à 899 €. TTC, il est à $899 hors taxe aux États-Unis. Je m'en voudrais de faire une mauvaise blague, mais ça veut dire que chez Google, l'euro est moins cher que chez Apple. Parce qu'il n'y a pas de prix, de coût, de prix qui augmente sous prétexte que l'euro a perdu de la valeur par rapport au dollar. Ça durera peut-être pas, mais en termes de symbole, je trouve ça vraiment intéressant. Gilles ? Le truc, c'est qu'ils en proposent davantage pour un prix qui est moins élevé, nettement moins élevé, mais tu l'as rappelé tout à l'heure, Fabrice, ils sont pas les plus forts, donc il faut qu'ils se fassent remarquer et qu'ils s'en fassent davantage. Et puis, je suis désolé, mais ils se payent sur la bête. Quand vous achetez un Android en général et un Google Pixel en particulier, vous n'avez pas toutes les barrières qu'Apple a mis en place pour vous protéger des yeux et des oreilles plus ou moins indiscrets. Quand je dis plus ou moins, je pense à plus que moins, et qui regardent sans arrêt ce que vous faites, qui vous voyez, avec qui vous mangez, qu'est-ce que vous avez commandé, qu'est-ce que vous avez regardé le dernier... Lâche-moi un peu. Enfin, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc, on est dans l'emprise, quoi. Donc, effectivement, il est moins cher, il est séduisant quand on compare les deux fiches produits. Maintenant, je ne suis pas sûr que ça coûte plus cher à Apple qu'à Google. Google doit se rattraper très largement en ce qu'on appelle des données qualifiées. Fabrice, Alors, je suis d'accord avec tout ça. Ouais. Non, mais c'est rigolo parce que, en fait, pour moi, la réponse de Gilles est très caractéristique. C'est quand on commence à parler de ça à des gens qui sont plutôt pro-Apple, et je rappelle que c'est mon cas quand même, il y a souvent un peu cette réaction de « Ah oui, mais enfin, quand même, c'est les gros méchants ». Mon seul but en parlant de ça, c'est que c'est de rappeler qu'ils sont que moi je pense souvent aux vrais gens. Et Apple demande beaucoup d'efforts de la part des vrais gens, en termes financiers notamment. Et donc quand moi j'ai des vrais gens en face de moi qui me disent ah bah j'aimerais bien avoir un iPhone mais je peux pas quoi. Qu'est-ce que je pourrais avoir en face? Et puis mon budget c'est 400 €. Qu'est-ce que je peux prendre? Bah, je peux même pas prendre un iPhone SE parce que c'est plus cher que ça et le prix a augmenté encore. Donc moi je regarde du côté de Pixel et il y a encore au catalogue de Google un Pixel 6a qui a un écran de 6,1 pouces qui est vendu 350 €. Voilà. Et alors
Je passe mon temps aussi à dire aux gens, attention, ça implique que vous utilisez les services de Google, ça implique plein de choses, exactement comme ce qu'a dit Gilles, c'est tout à fait vrai. Mais c'est du donnant-donnant. Beaucoup de gens sont conscients de ça, puis certains sont conscients qu'ils peuvent pas faire autrement, parce qu'ils peuvent pas mettre 1 000 € dans un téléphone, quoi. Ouais. Et ce qui est, en fait, je trouve ça intéressant dans ce contexte-là où, notamment en France, en plus les prix des iPhones ont augmenté, ce qui n'est pas le cas des Pixel 7 et 7 Pro, qui sont encore plus intéressants de ce point de vue-là, dans ce contexte. Et je pense que, alors c'est pas une menace pour Apple, hein, et puis on a bien vu, et je pense que Ellie nous le reconfirmera encore. Apple peut finalement augmenter ses prix comme autant qu'ils veulent. De toute façon, c'est le haut de gamme qui part le premier et par camion, et que l'entrée de gamme, même à 1 000 € part pas, parce que en gros, pas assez cher, mon fils, quoi. moi ça m'épate, mais il n'en reste pas moins qu'il y a des vrais gens qui peuvent pas acheter ça. Voilà. Et c'est du coup un marché, je trouve, que Apple n'adresse pas, de moins en moins, et ça me chagrine un peu, quoi, parce que moi je suis plutôt j'ai pas envie de partir de chez Apple, etc. Je regarde ce que font les gens d'en face, et il y a un certain nombre de choses intéressantes, au moins au niveau matériel, que je pense qu'il faut qu'on regarde, et que Apple évidemment regarde avec intérêt, c'est évident, mais ça permet de remettre en perspective. Je sais pourquoi moi je reste chez Apple, je trouve que l'intégration est meilleure, et j'ai pas envie de confier toutes mes données à Google. Mais tout de même, il y a des choses à regarder. Et dernier truc, un peu aussi peut-être en termes d'anecdote, un peu de blague, il y a un truc matériel que je préfère chez Google de loin, c'est le capteur photo. Pas tellement pour la qualité des photos, qui sont excellentes des deux côtés, mais quand on pose un Pixel 7 ou 6a sur une table, il reste à plat, parce que le capteur photo, c'est un bandeau qui fait toute la largeur de l'arrière du téléphone, et donc on le pose et il reste à plat, il fait pas gling 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 sur une table, parce que le capteur photo est juste sur un coin. Voilà. Et ça, en termes de détail d'ergonomie, je trouve ça meilleur. Petite réaction, Ellie, à cette présentation des nouveaux smartphones de chez Google. Bof. Je ne sais pas, non, c'est intéressant de voir ce que font les autres, hein. Je ne suis pas sûr que ce soit une menace pour Apple, mais c'est une alternative qui existe comme il en existe d'autres, hein. Celle-ci vient de Google, donc Google a plus de moyens que Oppo ou que Huawei, etc. Mais après, au niveau esthétique, je ne suis pas très d'accord. Bon, je n'adore pas les capteurs qui dépassent des iPhone 14 Pro, hein. Je pense qu'Apple pourrait mieux faire et fera mieux un jour. Mais la bande, moi, elle me plaît pas particulièrement Mais c'est les goûts et les couleurs, hein, c'est très particulier. Donc pour le reste, c'est du Google Android, hein. Donc je crois que tout à l'heure on va parler d'une sorte de vol encore de données d'utilisateurs Android, donc s'il en arrive tout le temps. Mais c'est vrai que souvent on parle de sécurité. Moi je parle beaucoup de sécurité à mes clients parce que c'est un argument. On ne parle pas beaucoup de prix d'ailleurs, on parle de fonctionnalités, on parle de tas de choses, et je crois que les gens connaissent les prix des produits Apple, hein. Donc ça a toujours été un peu plus cher. Des fois, là, c'est suivant les modèles, il y a quand même une différence. Ouais, Gilles. Oui, puis il y a d'autres modèles des millésimes précédents qui restent dans la gamme. Il y a toujours le marché du reconditionné. Si on veut vraiment tu parles aller Apple, chez ou Apple. tu parles de qui? Je parle d'Apple. Hein. Oui. On n'est pas forcé de coller au dernier. Oui, mais là on parle millésime. Oui, mais là on parle d'un smartphone. On parle de produits neufs, bien sûr. Parce que des pixels reconditionnés, je t'explique pas les prix. Ils sont moins chers, oui. Ils sont encore moins chers, c'est sûr. Oui, mais il y a d'autres modèles des années précédentes dans la gamme. Le XR, je ne sais plus s'il est toujours là, mais... non, ça y est. Il a disparu depuis l'année dernière, mais
on a Non, mais un an, voire on va pas deux, comparer, de- on va pas comparer des smartphones neufs avec des smartphones de deuxième main. Enfin, tu vois, là, on Non. parle de produits neufs. C'est pas la Pour les deuxième gens qui- main. Non, non, c'est mais de- c'est pour ça que je notais le Pixel 6a qui est toujours au catalogue de Google et qui est donc, je me suis trompé tout à l'heure, pas à 350 mais à 400 €. C'est la même chose, donc on peut aussi trouver. La gamme de Google est plus réduite, mais elle est suffisamment étendue pour avoir quelque chose de 900 € à 400. Ce que Apple ne peut pas proposer et ne veut pas proposer, c'est normal. Un point important qui va dans le sens d'Apple. Apple fait beaucoup d'efforts pour qu'on puisse mettre à jour les téléphones pendant longtemps. Un Pixel, on peut le mettre à jour pendant 3 ans en termes de système et pendant 5 ans en termes de sécurité. C'est pas mal, c'est pas au niveau d'Apple. Ouais, c'est un Donc point là, le important seul aussi. truc, c'est que c'est vraiment un point important. Ça fait partie des raisons pour lesquelles moi je préfère rester chez Apple, c'est évident. Mais Il faut pouvoir mettre le budget. voilà, il faut pouvoir mettre le budget. Quand on l'a pas, on peut pas. Et Apple demande vraiment de plus en plus d'efforts. Voilà, c'est pour ça que voilà, ça me paraît intéressant de regarder un peu ailleurs. Un dernier mot, hein, c'est la philosophie d'Apple. Apple, depuis le début, parle de customers, de clients, sauf les nouveaux qui viennent d'arriver, qui commencent au départ à parler de consommateurs, mais la galaxie Android, sans mauvais jeu de mots, s'adresse à des consommateurs. C'est de la consommation. Apple s'adresse à des clients qui font un achat d'équipement. Et je rejoins tout à fait Fabrice là-dessus, on s'équipe pour la durée, pas seulement pour les macarons. Merci beaucoup les amis pour cet événement de la semaine qui concerne pour une fois les smartphones de chez Google. C'est bien, je trouve qu'on ait cette ouverture d'esprit et qu'on regarde ce qui se passe en face. Allez, dans un instant, Pommes, les infos qui vous ont échappé cette semaine. Et Ellie, on commence avec iOS 16.1 qui ne devrait pas tarder. On parle d'une quinzaine de jours. Et 5 nouvelles fonctions qui sont attendues. Mais que oui, il va y avoir 5 fonctions intéressantes. Est-ce que vous voulez la liste ? Éventuellement. Éventuellement, hein. Bon, alors, je vais tout vous dire. Qu'est-ce qui va arriver ? La première chose, mais vous le savez déjà parce qu'on en a parlé plein de fois, c'est enfin les live activities. Donc, en fait, vous pourrez suivre soit en bas de l'écran si vous avez un iPhone 14 ou compatible iOS 16, soit sur le Dynamic Island, l'arrivée de votre Uber préféré, si jamais il trouve de l'essence, ou de votre pizza préférée, si jamais il trouve de l'essence. Et voilà. Donc, vous allez pouvoir suivre ça avec, enfin, les live activities. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui arrive, c'est que l'indicateur de batterie a été redessiné. Parce que, figurez-vous, c'est super important. Attention, là. Dans la version actuelle, la 6.03, vous avez une batterie qui est toujours pleine, mais vous avez un pourcentage à côté. Eh bien, les utilisateurs, ils se sont dit, mais pourquoi ? Et donc là, Apple a dit, bon, on vous écoute, on va faire attention. Et donc là, maintenant, vous avez une batterie qui peut être à moitié pleine ou qui peut être quasiment presque vide. Et vous avez le pourcentage si jamais vous ne savez pas apprécier le graphisme de l'image. Donc, vous avez the best of both worlds. Donc, voilà une fonctionnalité qui doit vous faire basculer immédiatement. Alors, autre chose quand même, plus sérieusement. Vous pouvez maintenant lancer Apple Fitness Plus à partir de votre iPhone. Si vous n'avez pas l'Apple Watch sous la main, ou si vous n'avez pas d'Apple Watch, vous pouvez quand même faire du Fitness Plus. Ça, c'est bien, moi je dis. C'est bien. Pour ceux qui font du Fitness Plus, ce qui n'est pas mon cas, mais bon. C'est tous notre cas. François, lui, c'est un fan. On le salue au passage. Donc, c'est quoi ce geste ? On le salue au passage parce qu'il fait du Fitness Plus. Sans commentaire. C'est ça. Non, il n'y avait aucune intention de ma part. C'était d'accord, vraiment okay. un encouragement. D'accord. Non. Les sportifs, j'admire les gens qui font du Fitness Plus, qui ont le courage de faire ça.
Je suppose qu'il y en a beaucoup. Hein. Moi, c'est pas du tout mon cas. Hein, donc, D'accord. Alors, autre chose très importante dans le contexte actuel, vous avez maintenant une option qui s'appelle le Clean Energy Charging Option. Si vous cliquez ça, et je ne sais pas comment Apple va se débrouiller en France, hein, mais admettons, quand vous cliquez ça, le téléphone va faire de son mieux pour ne charger que lorsqu'il peut utiliser de l'électricité verte. Bon courage pour trouver comment faire ça. Hein. Mais en tout cas, vous pouvez cliquer, vous avez bonne conscience en disant « Ah, mais moi je ne charge qu'avec de l'électricité verte, monsieur ». Bon. Mais ça Après... c'est qu'aux US, hein, je crois, hein, Fabrice. Ouais. Hein. Il me semble aussi. C'est Probablement, ce que probablement. Mais pour l'instant, les infos qu'on a sur les nouveautés, c'est un peu, ça vient des US, hein, donc voilà. Bon, donc c'est la version 16.1 d'iOS qui est attendue autour de la fin octobre, ou à partir potentiellement du 24 octobre, hein, je crois. C'est la date que Mark Dernière Gurman semaine a donné aussi pour iPadOS 16.1 et puis pour les éventuelles annonces de nouveaux iPad, iPad Pro, M2, on en a déjà un petit peu parlé. Peut-être Ventura, hein, parce que ça fait longtemps qu'on n'entend plus parler de Ventura, mais c'est pas impossible que ça arrive, puisque certaines fonctionnalités de 16.1 ont besoin de Ventura en face pour pouvoir fonctionner. Ouais, il a aussi été question du 18 octobre, c'est-à-dire mardi prochain, pour des annonces. Donc, est-ce que tout sera le même jour ? Est-ce qu'il pourrait y avoir du Mac le 18 et peut-être la partie iPad, OS, iOS le 24 ? Si c'est par communiqué de 25. presse, ils peuvent prendre leur temps parce qu'ils peuvent pas balancer trop de choses dans un communiqué de presse. Donc, ils auront tendance à étaler ça. On sera bientôt fixé, comme on dit. Facebook met en garde contre des dizaines d'applis sur l'App Store, des applis malicieuses qui auraient déjà permis à des hackers de récupérer plus d'1 million de logins Facebook d'utilisateurs. Mais comment qu'ils font ? Mais oui. Je voudrais pas faire mon rabat-joie, mais les problèmes de sécurité existent sur iOS aussi. Bien sûr. Et on en a déjà parlé plein de fois, hein, et Apple fait des efforts dans ce domaine, mais ils sont pas tout seuls. Ils ont quand même eu des problèmes avec Pegasus, par exemple. On en a déjà parlé plein de fois. Ça les a même menés à faire cette nouvelle fonction dans iOS 16 aussi, justement, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui permet de verrouiller encore un peu plus le système pour protéger, par exemple, les journalistes et les machins comme ça, parce que malgré tous les efforts d'Apple, il y a des portes dérobées et il y a des malandrins qui arrivent à rentrer. Donc il y a aucun système, faut pas se leurrer, hein, qui soit 100% sécurisé, et iOS comme les autres. Et donc là, ce qui semble s'être passé, c'est qu'il y a tellement d'applications sur l'App Store que malgré les fourches codines d'Apple, il y en a qui passent quand même et qui disent par exemple je suis une application de traitement de photos et en fait je fais semblant de faire des photos et j'essaye de piquer ce qu'il y a à l'intérieur du téléphone. Donc c'est toujours possible, hein, malheureusement. C'est ça qui se passe. On continue à parler de Facebook avec Horizon World, donc les mondes virtuels, le début du métavers, hein, pour être clair, qui a du mal à convaincre en interne. Et là, c'est quand même problématique puisque la direction de Facebook oblige presque ses salariés à utiliser son propre soft. Oui, c'est dur. Ça, c'est drôle quand même. C'est tellement mauvais que même à l'intérieur, ils veulent pas y aller. C'est ça. Bon, Gilles, ça t'inspire ? Non, c'est Facebook. Mais on peut dire la même chose de Tim Sweeney. Oh non. Sa boîte, c'est Epic Games. Epic Games, voilà. Fortnite. Enfin, oui. En fait, il s'agit de prendre on est en panne, l'utilisation s'essouffle, le modèle économique s'essouffle, la créativité est en panne,
la vache à lait se tarit, comme disait Steve Ballmer. Or, il n'y a pas la nouvelle vache à lait. Elle n'est pas là, et du coup, il faut inventer quelque chose. Et le métavers est là pour ça. Alors, c'est le cas de Facebook, qui a carrément essayé de changer d'identité. Epic Games fait pareil. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe sur Fortnite. La plateforme, en tant que jeu, est en train de petit à petit retomber comme un satellite à court de carburant. Et ce qui les maintient, c'est les événements et le virtuel. Il y a une sorte de bulle là qui est là pour attirer, faire illusion, essayer de faire patienter, je pense, le conseil d'administration, et on essaie désespérément de courir un peu comme le coyote qui a dépassé la falaise en courant après le roadrunner. Au bout d'un moment, à force de pédaler dans la semoule, là, la gravité va reprendre ses droits et le cours de l'action aussi. Ah là là, les raccourcis de Gilles sont saisissants. On est parti d'un métaverse en passant par Fortnite pour retomber sur le coyote. Voilà, Bravo. c'est ça. Bon, allez. Le coyote en 3D VR, ça va être bien. Bon, on va revenir à Apple avec 4 nominations intermédiaires, on va dire, qui sont pas majeures, mais qui comptent dans l'organigramme. Alors, je ne sais pas si vous savez qu'il y a une centaine de vice-présidents chez Apple. C'est un nombre que je découvre et qui me semble quand même assez important. Alors, ils n'ont pas le statut de Senior Vice President, mais ils sont quand même VP dans tout un tas de secteurs. Donc, un vétéran d'Apple Maps vient d'être nommé VP, donc en charge de tout ce qui est cartographie et de la fonction localisée. Chez Apple, il s'appelle Max Muller. Payam Mirashidi est maintenant dans l'équipe rapprochée de ADQ, donc au niveau des services, avec le statut de vice-président de l'engineering. Et puis 2 nouveaux vice-présidents dans l'équipe Apple Silicon de Johnny Srucci, donc qu'on aperçoit à chaque keynote qui annonce un nouveau processeur, et il s'appelle Charlie Tsai et Fabian Klaas. Voilà, donc ils sont peut-être 104 maintenant, donc puisqu'il y a 4 nouveaux VP chez Apple. Voilà pour Pommes. On se retrouve dans 3 secondes pour vous dire un mot des 2 mises à jour arrivées ces dernières heures. Les mises à jour de la semaine, alors ce sont des mises à jour intermédiaires, des points comme je le dis. Ellie, on commence par iOS 16.0.3 avec au programme des résolutions de bugs. Absolument. Donc, c'est pas des gros bugs, mais c'était quand même des bugs un peu embêtants. Donc, Apple a sorti il y a très peu de temps et je l'ai faite tout à l'heure. Donc, je vais la tester juste après qu'on ait fini cet enregistrement. Parce qu'en plus, c'est une mise à jour impaire, donc forcément intéressante. Tout ce qu'ils ont corrigé comme bug, je les ai eus. Donc, vraiment, ça m'arrange que ça soit corrigé. Parce que, oui. Incroyable. Oui, je t'assure, ça m'a beaucoup surpris parce que je me posais des questions et en fait, c'était des bugs. Par exemple, le fait que un appel entrant ou une notification arrivait en retard. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez bien que le téléphone appelle, mais vous n'arrivez pas à le prendre. Et donc, c'était vraiment... Je me suis posé des questions. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Mais en fait, c'était un bug. Maintenant, je suis rassuré. L'autre chose que j'ai presque tous les jours... Vous avez un appel dans la voiture avec CarPlay et pour une raison mystérieuse, le son est au minimum. Donc, il faut que vous pensiez à augmenter le volume. Sinon, vous n'entendez pas la personne ne vous entend pas. Moi, je croyais que c'était ma voiture, mais en fait, non. C'était donc iOS. Ouf, la confiance en Mercedes est repartie. Voilà. Parce que je me suis posé des questions. Donc ça, c'est réglé par la mise à jour 16.0.3 d'iOS. Absolument. Après, quand vous lancez l'application appareil photo, des fois, elle ne se lance pas instantanément. Donc, pareil, je me disais, mais putain, c'est bizarre. Et voilà, c'était un bug. Et le seul que je n'ai pas eu, c'est faire planter mail si on reçoit un mail qui est...
comme Apple, ils disent mal formaté. Ouais. mal formaté. Bon, je sais pas, moi j'ai pas eu de mail mal formaté, donc voilà. Mais ça corrige tout ça et donc je suppose que ça corrige aussi des failles de sécurité, hein, pour être honnête. Ouais. Bah, notamment les mails mal formatés. Par exemple. C'est ça qui se Bah passe. oui. C'est un des problèmes qu'il y a dans l'application e-message, pas pour cette mise à jour-là, mais les plus gros problèmes de sécurité de l'iPhone ces derniers temps, c'était à cause de messages de SMS e-message mal formatés qui permettaient de rentrer dedans. Donc je pense que c'est lié à ça. Ouais. Et puis la deuxième mise à jour de la semaine, hein, elle concerne WatchOS, c'est la version 9.0.2. Oui. Et elle corrige notamment ce bug qui coupait le micro de l'Apple Watch dans certains cas. Oui. Ce qui aboutissait à des messages d'erreur, puisque le micro à ces moments-là était indispensable pour la fonction qu'on était en train d'utiliser. Par exemple, la fonction de détection du lavage des mains. Oui, tout à fait. Et donc, pareil, celui-là, je l'ai eu. Alors, je ne suis pas encore passé en WatchOS 9.0.2 parce qu'il fallait d'abord faire la mise à jour précédente que j'ai fait tout à l'heure. Et là, quand j'ai essayé de la faire avant l'émission, il m'a répondu « Oui, monsieur, vous avez raison, on la fera ce soir. » Oh, d'accord. D'accord. Non, mais souvent, Apple, le WatchOS, il le met à jour le soir pendant que vous dormez. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc 2 mises à jour que vous pouvez faire. A priori, il n'y a pas de retour négatif. Non, a priori, pas pour le... WatchOS, je ne sais pas encore. iOS, non, il n'y a pas de problème pour l'instant, que je sache. C'est 48 heures, hein, c'est récent. Mais j'ai attendu les 48 heures, hein, de rigueur. Hein, mais Tu as bien fait. C'est des mises à jour. Alors, bon, le point 3, ça compte comme un pair. Oui, ça compte comme un pair. Ah bah oui. Donc ça va. Point 3. Un pair, ça va. Ouais, alors WatchOS 9.0.2, mise à jour. Mise à jour pair. On va ressortir la poupée vaudou. Allez, on marque une pause. tu as ton petit personnage sous la main du Mandalorian. Allez, on se retrouve dans quelques secondes avec Gilles pour sa mise au point. À tout de suite. La mise au point de Gilles Dounès. Alors, tu me proposes un lancement. Je vais le lire parce que je ne sais même pas de quoi tu veux parler, Gilles. Alors, je te pose la question. Est-ce que ce n'est pas Maverick, autrement dit Apple, qui est en train de gagner Top Gun, Gilles? Oui. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Maverick? C'est un vrai veau. En vrai? Oui. Non, je sais pas ce que... En fait, je sais pas ce que c'est qu'un Maverick. Tu sais ce que c'est, Fabrice? Vas-y. Oui. Ellie, pour moi, c'est un comment dirais-je, un mec qui prend des risques sans réfléchir, quoi. Moi, j'allais dire ça aussi, mais j'ai vu que on peut dire aussi que c'est un veau qui ne veut pas rejoindre son troupeau, ce que je ne savais pas il y a quelques secondes, hein, mais maintenant je le sais. D'accord. Voilà, c'est une expression du Middle West, quelqu'un qui fait rien comme tout le monde, et c'est pour ça que le personnage de Top Gun s'appelle comme ça, c'est son indicatif radio en fait. D'accord, ouais, c'est un Comment Tom Cruise est un veau? Ouais, c'est ça. Oh là 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 là. C'est bien l'électron libre. Donc Apple est un veau aussi, alors, c'est ça, j'ai l'idée? Non, c'est donc un électron libre. Donc Maverick, voilà, c'est bon, donc, on a compris ce que c'est. Vous vous souvenez du premier Top Gun, et Apple est un peu pareil, tout le monde est en combat tournoyant, à serrer de plus en plus le virage pour essayer de coincer l'autre, mais au final, tout le monde se met en perte de vitesse. Maintenant, on y est. Le marché mondial a perdu 15% en volume au troisième trimestre 2022, selon IDC. On a moins 16% pour le numéro 1, Lenovo, je vous fais grâce des décimales, presque moins 28% pour HP, moins 21% pour Dell, et pour Apple, le quatrième, c'est plus 40%. 10 millions de Mac. Waouh. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, vous allez me demander? Bah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Mais oui. Deux choses. Avant la pandémie et pendant la pandémie, les volumes ont augmenté grâce, d'une part, au lancement et le basculement vers Windows 11, et puis l'équipement des salariés qui partaient en télétravail. À présent, avec la pénurie des composants, tout le monde se met à privilégier
les modèles à plus forte marge, et Apple n'a pas fait différemment. Vous vous souvenez, l'iPad qui a été cannibalisé littéralement par rapport à l'iPhone. Oui. Sauf que sur le marché du PC, ça fait 10 ans qu'Apple attend tout le monde au niveau du plancher de combat, avec ses modèles à plus forte marge. Ouais. Donc en particulier, on a le MacBook Air, avec son nouveau design, ses jolies couleurs, et surtout le processeur M2. C'est la deuxième chose. Tout le monde est motorisé avec la même puce, tandis qu'Apple, lui, s'est différencié avec sa nouvelle plateforme Silicon. Je vous en avais parlé. Ouais. La preuve, c'est que la différenciation, ça marche. Vraisemblablement, c'est un pari gagnant, et il y en a encore pour quelques mois, si ce n'est une année ou deux. La prochaine chronique, je vous expliquerai comment Apple va semer ou pas les missiles SAM que la Commission européenne et les autorités antitrust vont lui lâcher aux fesses. Ok, Gilles. Bon, merci. Alors, tu parles de chiffres, mais les chiffres d'Apple, on les aura dans 15 jours maintenant, puisque l'annonce des résultats, c'est pour le 27 octobre. Alors, ce sera un jeudi soir, enfin jeudi. C'est étonnant, non? Ou est-ce que c'est habituel, un jeudi, les résultats? J'ai l'impression que c'était toujours un mercredi soir, non? Il me semble, mais peut-être que là, ils ont pris un tout petit peu de retard, ou peut-être qu'il y a un jour férié, va savoir. Ouais, peut-être. Mais Ouais. en tout cas, la clôture du trimestre Apple se fait toujours vers le 23, donc le temps qu'ils compilent ça. Ouais. Ils ont des Et super là, ordinateurs qui leur sortent ça en 24-48 heures. Hein, mais et là, c'est aussi la clôture de l'année fiscale, non? oui, c'est ça, C'est Oui, ça, hein? Oui, tout à fait. il faut que ça soit certifié aussi. Les comptes sont arrêtés depuis Depuis fin septembre. depuis Ouais. fin septembre. Ouais. Oui. Absolument. Merci Gilles. Bah écoute, on a hâte d'être la semaine prochaine pour savoir quels sont les missiles que Apple a aux fesses. On se retrouve dans 3 secondes avec les 2 rumeurs de la semaine. Bon, on en a un petit peu parlé, mais iPadOS 16.1 et iOS se dessinent pour la fin du mois d'octobre. Pourquoi Eh est-ce oui. que c'est bizarre, Ellie? Oh non, c'est une drôle de coïncidence que iPadOS 16.1 arrive avec des fonctionnalités qui ont besoin de iOS 16.1 aussi. Et donc, est-ce qu'un nouvel iPad, justement, ne serait pas, ou 2 nouveaux iPads ne seraient pas à l'horizon à cette date-là? Donc, ça tomberait bien, par exemple, que, justement, iPadOS 16.1 fonctionne, admettons, sur un iPad de 10e génération, et admettons sur un iPad Pro M2, par exemple. Et en même temps, il y aurait des fonctionnalités qui seraient compatibles, allez savoir pourquoi, avec quelque chose qui s'appelle Ventura, qui pourrait arriver à peu près à ce moment-là, en particulier le Desktop Manager. Ouais. Donc je dis que c'est une bonne coïncidence, hein, cette fin octobre et ces annonces qui vont arriver. En tout cas, c'est sûr que d'après l'analyse du rythme des bêtas, on se doute que c'est pour dans 8 jours au minimum, 15 jours probablement. C'est Oui. ça. Hein. Donc on serait autour du 24-25 octobre. Oui, parce que nous... Sachant que ceux qui testent, là, moi j'ai pas testé encore, mais Stage Manager, que ce soit sur iPad ou sur Ventura, Ouais. ceux qui testent, c'est pas prêt. Hein. Bah, Non. ouais. C'est vraiment pas sec. Ah. Donc c'est quand même très bizarre. On dirait ou alors ils dorment plus à Cupertino là pour finir, ou ils vont sortir un truc où il y aura vraiment besoin d'une 16.1.1 voire .2 voire .3 pour que ça fonctionne. Ce qui est problématique quand même. C'est très très problématique. Les bugs corrigés par la 16.0.3 qu'a décrit Ellie tout à l'heure, ça touche beaucoup les iPhone 14. On l'a évoqué les semaines d'avant sur les problèmes de qualité, notamment sur la sortie des nouveaux matériels, que ce soit les iPhone 14 ou les AirPods Pro 2. Et là, on s'achemine vers quelque chose qui semblerait n'est pas prêt, parce qu'on imagine bien que s'il y a des nouveaux iPads qui sont annoncés et présentés dans 10 jours et qui sont vendus à peu près au même moment, ils sont déjà installés avec la version 16.1 qui existe aujourd'hui et qui marche pas. Enfin, qui marche pas. Alors, je reprends Stage Manager est pas prêt. Et ça plante. Ouais. Donc, dans certains cas, Stage Manager non seulement plante lui-même, mais en plus fait planter l'appareil, avec l'appareil qui redémarre.
Donc des nouveaux beaux iPad Pro avec un processeur M2, avec l'écran qui devient noir au bout de 5 minutes, ça va faire tâche quand même. Ça va faire tâche, ouais, c'est un vrai problème. Alors, ce qui est déjà arrivé chez Apple, c'est que le produit sorte parce que les OS sont effectivement installés en usine. Bon, il y a moins d'iPad au lancement que d'iPhone, mais en tout cas pour iOS 16 et l'iPhone, il y avait des dizaines de millions d'unités qui avaient une version d'OS qui a été mise à jour pratiquement au moment du démarrage. Hein. Donc, mais Stage Manager, c'est inquiétant parce que si ça ne marche pas, soit ils ne le sortent pas et il faut qu'ils trouvent une bonne excuse, soit ils le sortent comme ça et ils vont se prendre toutes les critiques de la Terre. Hein, donc, Et je pense effectivement, Fabrice, qu'il y en a qui dorment pas beaucoup en ce moment à Cupertino, hein, dans la perspective de cette sortie d'iPadOS. On va rappeler qu'il n'y a pas eu d'iPadOS 16.0. C'est donc la première version qui doit arriver. Donc raison de plus, elle est vraiment très très attendue. Et puis c'est aussi lié à la sortie de Ventura. Donc les deux systèmes sont très liés maintenant. Donc il y a un double enjeu en fait. Ça va être intéressant les 15 prochains jours, je pense, à suivre. Gilles, autre rumeur, cette fois elle concerne une nouvelle technologie d'écran pour un iPad plus fin qui arriverait en 2024, donc dans 2 ans. Oui, avec une technologie d'écran hybride qui mettrait une couche d'OLED fine, flexible, sous un écran rigide et qui éviterait d'avoir un écran uniquement flexible qui coûte encore très très cher à fabriquer et donc à vendre. Ça serait pas tout pour tout de suite. Ce qui m'a intéressé, c'est que ça me rappelle un peu la technologie qui avait été utilisée par Apple avec le Fusion Drive, qui pendant quelques années a superposé la technologie du disque dur à plateau avec une certaine quantité de SSD dans lequel était chargé le système d'exploitation, les logiciels et les fichiers les plus utilisés, les plus fréquemment, et qui permettaient d'accélérer sensiblement la réactivité de l'ordinateur sans être entièrement sur du SSD qui coûtait encore passablement cher. Donc c'est ce truc des petits pas et de la créativité qui m'avait semblé un peu intéressant sur cette news. En fait, le but, c'est de faire des iPads plus fins. Hein. C'est pour ça qu'ils utilisent cette technologie hybride. C'est parce que ça permet de faire des produits qui seront plus fins. Et ça, c'est un peu l'obsession d'Apple. Mais ils sont déjà super fins. Est-ce qu'ils risquent pas d'être fragiles à force d'être plus fins? Parce que là, honnêtement, est-ce que ça a un sens? On disait que le départ de Johnny Ive nous libérait un peu de cette obsession-là. Plus ils seront fins, moins ils seront lourds. Or, c'est un truc qu'on porte en permanence en situation de mobilité, en classe, éventuellement au bureau ou à la fac. Donc, il faut que ça soit le plus léger possible, que ça se fasse oublier le plus possible. Et en attendant d'avoir des films plastiques, éventuellement protégés par quelque chose de plus dur, comme avec les écrans OLED flexibles, on a cette solution-là intermédiaire sur laquelle Apple travaille. Donc là, on parle de l'iPad 12 potentiellement, c'est ça? Oui, plutôt du Pro éventuellement, ou du Pro, de parce l'iPad que c'est OLED. Air. Ouais. C'est un écran OLED, donc c'est plutôt bah oui, ce sera Pro parce que c'est OLED et c'est cher, donc c'est ça. Donc c'est Pro. Et surtout cette techno-là avec de l'OLED flexible, même si ce n'est pas totalement pliable, ça doit coûter un certain prix. On peut penser aussi que si c'est plus fin, alors soit c'est pour avoir un iPad plus fin, soit c'est pour mettre autre chose dans la boîte, éventuellement un peu plus de batterie. Peut-être, par exemple, pour avoir un iPad avec un écran qui resterait allumé tout le temps, comme l'iPhone 14. Et il faut de la techno pour ça, pour faire soit un peu plus de batterie, soit l'écran lui-même, alors qu'il soit plus fin, c'est en fait c'est juste un des résultats de la technologie, mais qui permet de faire du ProMotion à 1 Hz aussi sur un grand écran pour l'iPad. Il peut y se passer plein de trucs en termes de techno d'écran.
Et ben voilà pour les rumeurs de la semaine. Dans un instant, je vais vous parler de la nouvelle évolution de l'audio spatial sous iOS 16. Vous pouvez le personnaliser et je vais vous expliquer comment. Comment personnaliser l'audio spatial, autrement dit comment l'adapter à la forme de vos oreilles, puisque c'est maintenant possible avec iOS 16. On va voir comment ça se passe. D'abord, une parenthèse pour vous préciser quels écouteurs et casques sont compatibles. En fait, il s'agit de toute la gamme AirPods, sauf les AirPods 2, et donc AirPods 3, AirPods Pro première et deuxième génération, AirPods Max, sans oublier les Beats Fit Pro. Côté iPhone, le minimum, c'est l'iPhone 10 pour deux raisons. D'abord, il est compatible avec iOS 16, qui est indispensable. Et puis, ce fut le premier iPhone équipé d'une caméra TrueDepth, indispensable à Face ID et au Memoji. C'est elle qui va réaliser la cartographie de votre visage et de vos oreilles. Sur iPad Pro, à partir de la troisième génération de 2018, ce sera bon, puisqu'il est lui aussi équipé de cette fameuse caméra TrueDepth, mais il va falloir attendre encore quelques jours et l'arrivée d'iPadOS 16.1. La compatibilité s'étend aux Apple Watch sous WatchOS 9, aux Apple TV sous tvOS 16, et ce sera aussi le cas des Mac une fois mis à jour sous Ventura, autrement dit macOS 13, quand ce nouvel OS sera sorti. Voilà, vous savez tout sur les conditions. Place maintenant à la personnalisation de l'audio spatial. Préalable, appairez bien sûr vos AirPods compatibles avec votre appareil. Aujourd'hui, c'est forcément un iPhone. On y va. Ouvrez Réglages. Sous votre nom, le nom de vos AirPods figure dans un bandeau distinct. Cliquez sur ce bandeau. Scrollez dans le bloc Audio spatial. Cliquez sur Audio spatial personnalisé. Puis, dans l'écran suivant, sur Personnaliser l'audio spatial. Vous allez donc d'abord refaire un scan de votre visage, exactement comme quand vous avez paramétré Face ID, mais un scan suffit dans notre cas. Ensuite, et c'est le seul moment pas évident, vous allez scanner chacune de vos oreilles en commençant par l'oreille droite. Alors, ça n'est pas facile parce qu'il faut tenir son iPhone de la main droite et viser son oreille, mais évidemment sans avoir le retour de l'image à l'écran puisque l'écran est à 90 degrés sur votre droite. Pendant que vous faites ce scan, effectuez un petit mouvement circulaire de la tête pour essayer d'offrir différents angles sur l'intérieur de votre oreille. Je précise que l'iPhone doit être à une distance de 20 à 50 cm. Un bip différent des autres vous indique que le scan de l'oreille est terminé. Vous serez peut-être surpris parce que vous pensez que vous n'y êtes pas arrivé, mais en fait, ça a fonctionné. On passe maintenant à l'oreille gauche, exactement la même démarche avec l'iPhone en main gauche cette fois. On fait pareil, nouveau bip différent des autres et c'est tout. Le paramétrage est terminé. Voilà, vous n'avez plus qu'à écouter un morceau encodé en audio spatial pour apprécier la différence. Nos coups de cœur, nos cartons de la semaine, ça va être vite vu. Cette semaine, Fabrice, tu es le seul à avoir fait tes devoirs. Alors, qu'est-ce que c'est que ton coup de cœur ? Alors, c'est une application pour les Mac à processeur Apple uniquement qui s'appelle Diffusion B. Ouais. Donc, Diffusion B2E. Ça se trouve sur diffusionb.com, diffusionbee.com. Et c'est une application qui permet de jouer avec la création d'images en intelligence artificielle basée sur le système Stable Diffusion, il me semble que ça s'appelle comme ça. Donc c'est en anglais, donc il y a quelques petites choses. Il faut un processeur à Mac, un Mac à processeur Apple, et puis il faut parler un peu anglais. Et quand c'est installé, après on n'a plus besoin de connexion internet et on peut écrire une petite phrase. Un chat dans l'eau jouant avec une bombe nucléaire, le temps que c'est ça, on choisit un style, on fait tout ce qu'on veut et le système crée une image. Donc c'est dans l'esprit du temps, là on en parle beaucoup de ces images comme le système DALI, DA2L-E qui permet de créer des images. Vous avez un Mac à processeur Apple, vous pouvez jouer avec en installant cette application qui s'appelle Diffusion B sur diffusionb.com.
Voilà, et je trouve ça marrant. Tu nous as ça fait prend des toujours très jolis quelques chats. minutes, Oui. des chats, ça fait tout ce qu'on veut. Oui, je vous ai envoyé quelques trucs, alors y compris une mouette que Ellie a trouvée un peu rachitique. Et ben, ça veut peut-être dire qu'il faut dans la description mettre mouette qui a bien mangé, et à ce moment-là, on aura une image d'une mouette différente. C'est ça. Voilà. Mais ça prend quelques minutes. Voilà, ça tire vraiment parti justement des Neural Engine, des processeurs Apple. C'est amusant et puis après on peut utiliser les images, pourquoi pas si elles vous plaisent. C'est tout à fait permis. C'est dans la boîte pour l'épisode 107 d'iWeek, la semaine Apple. Ou presque dans la boîte, puisque juste après le générique de fin, on va enregistrer le bonus pour notre communauté Patreon sur patreon.com/iWeek. On va parler logiciel de mail dans ce bonus. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous, comme chaque semaine. Salut Gilles. Salut Benjamin, au revoir à tous. Allez, au revoir à toi et porte-toi bien, surtout. Salut Ellie. Bye bye. Bonsoir à tous. Bonsoir Fabrice Neumann. Salut mon capitaine, salut à tous. On rappelle ton site. On rappelle mon site. De mentor en technologie. pro-fusion-conseil.fr. Voilà, pro-fusion-conseil au pluriel.fr. Et puis, on est tous sur Twitter, @Eli06 pour Eli, @Fabrice Neumann pour toi Fabrice, et @Gdounès pour toi Gilles, et moi c'est @Benjamin Vincent, parce que c'est mon nom, comme vous le savez peut-être. À mercredi prochain, nous serons le 19 octobre 2022 pour l'épisode 108. 19 octobre, ça veut dire que peut-être on aura eu des surprises la veille du côté de macOS, des Mac peut-être, ou peut-être pas encore, on verra bien. D'ici là, n'oubliez pas la quotidienne iWeek, l'autre podcast iWeek, 5 jours par semaine. C'est gratuit, c'est sur vos plateformes de podcast préférées, et pas seulement sur Apple Podcast qui continue de poser des soucis. Donc n'hésitez pas à aller à la concurrence entre Spotify, TuneIn, Podcast Addict. Vous n'avez que l'embarras du choix. Et puis évidemment patreon.com/iWeek, c'est l'adresse pour rejoindre la communauté iWeek et nous soutenir. Suivez-nous sur Twitter @iWeekNews, Instagram @iWeek.news. Très bonne semaine à tous. Parlez de nous, surtout autour de vous. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. On a besoin de vos relais et de vos retweets. On vous dit à très très vite, à la semaine prochaine, à mercredi prochain dans tous les cas. Et salut les copains. Bye bye bye. Salut à tous.